tous et à tous à notre webinaire du jour sur le thème comment écrire sa thèse et comment faire pour avoir une excellente note. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Danik Kwengang, ingénieur en informatique en Allemagne. Je suis également un cycle master en génie logiciel, génie robotique et génie intelligence artificielle. Actuellement, je travaille comme DevOps chez SAP depuis déjà environ 1 an. Alors, Afrosative, c'est l'organisation qui propose ce webinaire. C'est une organisation qui a pour but d'encourager les initiatives africaines et d'apporter un accompagnement dans le cadre académique, mais également dans le cadre social. Donc, pourquoi est-ce que nous proposons ce workshop ou bien ce webinaire? Dans un premier temps, c'est dans un but pédagogique pour apporter des connaissances pertinentes sur des sujets comptes. Dans un deuxième temps, dans un but d'aide pour aider les jeunes étudiants de la diaspora, particulièrement en Allemagne. Et évidemment, dans un but purement de bénévolat, parce que personne dans l'initiative ne reçoit un quelconque salaire. C'est un groupement de personnes qui ont une certaine connaissance et qui sont désireux d'apporter, de partager cette connaissance, d'apporter leur plus-value à la communauté, de faire quelque chose qui compte. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un premier temps de la mentalité Heinz, c'est-à-dire quelle est la mentalité qu'il faudra avoir lorsqu'on veut commencer à écrire sa thèse, quels sont les points qu'il faudrait prendre en considération. Ensuite, on va voir les 5 règles d'or à respecter. Après, on va découvrir les outils qu'il faudra utiliser pour facilement écrire sa thèse, pour facilement faire ses recherches, pour éviter les plagiats et tout ça. Donc, tous les outils qui vont tourner autour de l'écriture de notre thèse. Et ensuite, en conclusion, on va essayer de faire une sorte de résumé de tout ce qu'on aura vu dans la mentalité Heinz. Dans la mentalité Heinz, ce qu'il faut demander on est désireux de vouloir écrire sa thèse, c'est que veut dire le correcteur? Donc, lorsque, par exemple, tu as commencé à discuter avec certains professeurs et tu as déjà commencé à avoir le contact avec certaines personnes, tout au long de ce webinaire, ou bien tout au long de l'écriture de ta thèse, tu vas toujours avoir ces 3 points clés. L'hypothèse préalable, escalator et être dans la tête du prof. C'est-à-dire, tu dois constamment te demander que veut lire le correcteur, qu'est-ce que le professeur ou mon superviseur attend de moi, quel est le genre de travail qu'il voudrait avoir, quel est le travail qu'on pourrait présenter et qui sera satisfait de ce travail. C'est en fonction de ça qu'à chaque fois, tu vas calibrer ton écriture, calibrer ta façon d'écrire, calibrer, c'est pas ton logiciel que tu vas devoir développer, calibrer tout ce que tu vas faire pour qu'à la fin, pour ça, lorsqu'il va lire ta thèse, qu'il soit satisfait du résultat. Et lorsqu'il est satisfait du résultat, naturellement, il te donne une très bonne note. Donc, les outils d'évaluation que tu dois constamment avoir lorsque tu écris. Domaine 1, la saisie et la structuration des thèmes. Est-ce que je saisis bien? Est-ce que mon thème est tout le temps bien structuré? La façon dont tu divises telle partie en 5 sous-parties, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Domaine 2, le traitement de thème. Est-ce que je traite bien mon thème? Est-ce que le contenu que je donne est pertinent? Domaine 3, la sélection et l'évaluation des sources. Est-ce que les sources que je donne sont des sources de qualité? On va partir prendre les sources Wikipédia, par exemple, ça ne vaut pas la peine, c'est pas conseillé. Donc, est-ce que les sources que je prends, des sources de qualité, des sources qui sont réutilisées, des sources qui ont été utilisées dans d'autres travaux, des sources scientifiques? Domaine 4, l'aspect formel. Est-ce que ma façon d'écrire est formelle? Est-ce que ma façon d'écrire n'est pas trop familiale? Est-ce que j'écris vraiment comme un scientifique? Est-ce que j'écris vraiment avec le jargon que les scientifiques attendent de moi? Maintenant, nous allons voir les 5 règles d'or qu'il faudra respecter. Mais avant cela, les erreurs typiques que les étudiants commettent, c'est premièrement faire une recherche trop approfondie. Donc, tout ce qui a été recueilli comme source est compressé. Parfois, on essaie de tellement rechercher, on recherche des centaines de thèses, des cinquantaines d'articles sur notre thème. On se dit, OK, plus j'aurai d'articles, plus j'aurai de thèses, plus j'aurai de contenu pour ma propre thèse. C'est vrai, mais c'est également très faux parce que
tu auras très peu tu as très peu de temps à disposition et tu dois te disperser pour voir lire toutes ces thèses-là, voir bien les analyser, extraire ce qu'il faut extraire de ces thèses. Et tout ce temps que tu perds là, c'est un temps que tu n'auras plus pour écrire, pour travailler sur d'autres points. Donc, faire une recherche approfondie parfois n'est pas très utile. Faire une recherche suffisante, c'est mieux. Lorsque tu as recherché peut-être une dizaine maximum d'articles ou bien de thèses, et au fur et à mesure, quand tu vas écrire, si le besoin te sent nécessaire, genre tu sens vraiment nécessaire de faire des recherches par rapport à un sujet précis, tu peux chercher un ou deux articles sur ce sujet-là pour compléter en fait tes dires, pour pouvoir justifier tes affirmations. Et c'est comme ça que plus tard, tu vas te revoir à la fin avec une vingtaine ou une trentaine de documents que tu auras lus. Donc, tu as lu peut-être 10 documents au début pour avoir un meilleur overblick, un meilleur overview de ton thème. Et après, maintenant, au fur et à mesure que tu écrivais, dans les endroits où tu estimais qu'il fallait justifier tes dires, tu as recherché un ou deux articles sur ce thème, bien sur cette partie précise-là, pour compléter en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de points supplémentaires quand tu as 100 articles en référence à la fin. Parfois, lorsque tu en as trop, le superviseur se rend compte que non, c'est que sûr, tu n'as pas pu vraiment lire en profondeur chacun de ces articles-là et il ne prend pas ton travail au sérieux. Il voit ça juste comme du remplissage. Maintenant, il y a également le fait que le manque de temps fait baisser le degré de perfection. Parce que parfois, on a un mauvais management de ton temps, on se dit, OK, le temps est encore beaucoup. Et on ne gère pas bien son temps, on se trouve parfois, tu vois, parfois des gens, en moins de 2 semaines, bien moins un mois, qu'ils doivent remettre, ils commencent à être très stressés, commencent à être sous pression parce qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Le superviseur dit tout, oui, change ça, change ça, change ça. Il est très stressé et ce stress-là va parfois faire en sorte qu'il va juste faire du remplissage, faire du remplissage et on va plus ressentir tout le fil rouge qu'on était censé avoir lorsqu'on devait lire tout son truc du début jusqu'à la fin de sa thèse. Peut-être on va voir ce à quoi je réfère lorsque je parle de fil rouge. Donc, celui-ci manque aussi à la fin le temps pour la faire la correction, l'optique de correcteur et tout ça. Donc, lorsque tu n'as plus le temps pour écrire, ça fait également que tu n'as même plus vraiment le temps pour corriger, avoir le feedback des autres, avoir le feedback de ton superviseur, avoir le feedback de tes amis qui vont lire ta thèse et ainsi de suite. Et c'est une erreur très grave parce que lorsque tu écris un truc que tu as corrigé encore toi-même uniquement, sois-en sûr, il y a un tas d'erreurs que tu as pu passer, en fait, que tu as passé. Et le processus d'écriture chronologique entraîne un surcroît de travail. On va voir plus tard qu'il y a deux processus d'écriture, l'écriture en waterfall, en cascade et l'écriture itérative. Et l'écriture en cascade a tellement d'inconvénients, mais bizarrement, c'est ce que les étudiants essaient souvent de faire. Ils se retrouvent parfois bloqués, ils perdent énormément de temps dans la rédaction. Donc, dans les slides suivants, on va voir précisément ce dont je parle. Vous allez un peu comprendre en fait, pourquoi est-ce que ce processus d'écriture chronologique n'est pas très conseillé. Ok. Généralement, lorsqu'on va écrire sa thèse, lorsque c'est un bachelor ou un master, on commence par l'attribution du sujet. Donc, on entretien avec un professeur. On essaie de se renseigner quels sont les différents professeurs qui proposent les thèmes. Et on se rapproche d'eux, on demande si sont les thèmes actuellement. Et on essaie de discuter avec eux par rapport à un thème qui pourrait nous intéresser. Ensuite, on doit se familiariser avec le thème. Donc, on prend le thème, on fait quelques recherches dessus, on essaie de décider si oui ou non c'est vraiment ce qu'on veut pour notre thèse de bachelor ou de master. Et lorsque c'est ça, lorsque c'est OK, on a créé une sorte de métaplan, c'est-à-dire une sorte de plan d'action qu'on va proposer au superviseur, que ce soit le professeur ou alors un wissenschaftlicher Mitarbeiter à l'UNI. Et à partir de ce plan-là, il va pouvoir également lui-même essayer de peser de pour le conscient qu'on a vraiment compris de quoi il s'agit et voir si vraiment on va réussir à bien s'organiser tout au long des 6 mois qui nous seront donnés. Ensuite, il y a naturellement l'écriture. Puis, lorsqu'on a fini d'écrire, il y a les ajustements finaux, c'est-à-dire la correction, l'amélioration des types d'images, et ainsi de suite. Et il y a la correction et l'impression. Bon, généralement, actuellement, avec le monde digital qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus très obligatoire d'imprimer, mais dans certaines universités ou bien dans certaines FA, c'est encore obligatoire. Donc, on va voir, en fait, si c'est que imprimer pour toi, c'est obligatoire et que tu dois remettre sous forme manuscrite, quels sont les points que tu devrais
prendre en considération. Dans les 5 règles d'or, premièrement, il faut connaître ton prof. Il faut avoir des connaissances sur le sujet qu'on veut choisir. Utiliser un processus itératif. Rassembler tout autour d'un fil rouge, on va comprendre pourquoi plus tard, et établir un rapport. Dans les aides, ce qui peut nous aider, les questions qui peuvent généralement nous aider lorsqu'on essaie de faire un brainstorming pour prendre des décisions, c'est quel est mon domaine d'activité actuel dans lequel je m'y connais le mieux? Qu'est-ce que j'aimerais approfondir? Qu'est-ce qui est intéressant pour mon après-étude, c'est-à-dire lorsque je vais vouloir entrer dans le monde professionnel? Qu'est-ce qui fait l'objet de discussions animées dans le monde scientifique, par exemple, c'est que tu es dans une université scientifique ou bien tu es dans une filière qui a à voir avec la science, par exemple, pour nous les informaticiens actuellement, ce sont les intelligences artificielles avec ChatGPT et tout. Donc, lorsque tu as fait un cursus où tu as eu les choses avec les intelligences artificielles ou bien la robotique, généralement, tu as une très bonne valeur sur le marché de l'emploi. Et si tu fais bien ta thèse, ce serait conseillé de prendre une thèse qui va dans cette direction-là. Maintenant, quelles sont les priorités de recherche de tes professeurs ou de tes tuteurs potentiels? Tu vas pas partir voir un professeur que lui, ses priorités de recherche, par exemple, c'est les langages de programmation. Et tu lui proposes que tu as envie de faire une thèse sur l'intelligence artificielle ou bien sur la robotique. Même si tu arrives à trouver une sorte de connexion entre les deux, c'est pas vraiment dans ça qu'il fait. Donc, il va pas vraiment pouvoir se projeter dans ton travail ou bien comprendre approfondir, de façon profonde, en fait, de quoi il s'agit, euh, comprendre à quel point c'était difficile pour toi ou bien à quel point tu as vraiment mis du temps dessus et tout. Donc, il faut vraiment prendre un thème qui va avec le, le centre d'intérêt du professeur. Donc, si tu as un thème, mieux tu cherches un professeur qui va avec ton thème. Ou alors, si tu as un sujet que tu aimerais bien, ou bien si tu as, on va dire quoi, un domaine d'expertise, prends un professeur qui fait vraiment dans ce domaine-là et essaye de discuter avec lui pour avoir un thème. euh, Quelques priorités que tu pourrais traiter sans trop d'efforts. Donc, tu vas passer également un thème qui peut être traité sans trop d'efforts. On va voir ça également dans un autre slide. Mais généralement, il y a des thèmes qui sont assez difficiles, clairement difficiles. Parfois, lorsque le superviseur est vraiment honnête avec toi, il te dit que le thème que tu vas vouloir prendre, là, c'est très, très difficile. Est-ce que tu es sûr de vouloir le prendre? Et parfois, ça ne vaut pas la peine de trop se casser la tête parce qu'à la fin, c'est la note finale qu'on va regarder sur ton truc. Donc, la personne qui a un strike parce qu'il a pris un thème qui était facile, la personne qui a un strike parce qu'il a pris un thème qui est difficile, à la fin, on va pas regarder tout ça, en fait. On va juste regarder ta note et on va essayer de voir à quel point le travail que tu as fait était bien. Donc, il faut également prendre un thème qui ne va pas te demander énormément d'efforts pour te casser la tête et pour que tu abandonnes après ou bien que tu te retrouves en train de vouloir augmenter le temps qu'il te faut pour pouvoir traiter. Et commencer également à évaluer les entreprises qui font dans le domaine dans lequel tu as choisi. Par exemple, quelqu'un qui sait, OK, je suis intéressé par l'intelligence artificielle, il va donc chercher un professeur qui a également l'intérêt dessus. Il va chercher un thème qui tourne autour. Et il sait que lorsqu'il fait ça, c'est parce qu'il y a déjà telle entreprise, il y a Microsoft, il y a Google qu'il cible, par exemple, parce qu'il veut faire dans ça plus tard. Maintenant, les 4 approches thématiques. Donc, comment faire pour être rapide, efficace, facile et avoir sa note de 1 après? Il y a le travail littéraire. Dans les 4 types de thèmes que tu pourras avoir et les 4 types de travail que ces thèmes-là impliquent. Donc, il y a les thèmes pour sortir un travail purement littéraire, donc sans application pratique. Il faut plus analyser et évaluer certaines choses dans un domaine précis. Maintenant, il y a le travail pratique qui généralement est fait en association avec une entreprise ou bien un département dans ton université par rapport à un projet précis. Par exemple, ici à Kaiserslautern, on a fraunhofer qui font dans le software Entwicklung, par exemple. Et généralement, quand tu prends un thème là-bas, c'est par association avec un projet précis. Ou alors DFKI, ou alors ceux qui font à Siemens, ainsi de suite. Vraiment, ce genre de thème est le plus recommandé parce que c'est lié à un résultat précis et généralement, on te donne on te dit exactement ce que tu dois faire. On te dit, voilà ce que tu dois faire, voilà le résultat que tu devras avoir à la fin. Et comme c'est pratique, tu peux à la fois montrer comment tu as les aptitudes à écrire un document scientifique, mais également tu as les aptitudes à développer une solution qui peut être utilisée en entreprise. Donc, que tu peux déjà travailler comme full-time Mitarbeiter dans l'entreprise en question.
Dans les travails d'évaluation, c'est un peu comme, donc, ça consiste à évaluer les choix d'un instrument, d'un processus, d'une méthode. Si par exemple, il existe une méthode, je sais pas, je vais prendre un exemple banal de raffinement du pétrole, une nouvelle méthode qui a été créée par une entreprise aux États-Unis. On va te demander d'analyser cette méthode-là, de faire des recherches, de montrer les pour et les contre de la méthode en question et de donner à la fin une conclusion si la méthode-là peut être utilisée en Allemagne ou pas. Généralement, ce genre également est très recommandé dans la mesure où ce sont des thèmes qui vont te pousser à faire beaucoup de trucs très intéressants et qui peuvent être vraiment utiles pour une entreprise en question précise. Et ça t'amène également à apprendre plusieurs autres choses et à faire une sorte de... Donc, ton state of the art à ce niveau-là sera vraiment, vraiment très grand. Et tu pourras donner également ton esprit critique, essayer de critiquer les solutions qui sont déjà là sur place, essayer d'apporter en fait ta part de contribution, comment est-ce que tu penses de certaines choses et ainsi de suite. Là, il y a des travaux empiriques, par exemple, faire des enquêtes, des expériences, une évaluation, une déduction. Parfois, si vous avez quelques contacts, il y a des gars qui écrivent souvent le master, ils vous envoient un lien parce ils doivent faire un sondage sur plus de 8 000 personnes par rapport à tel sujet. C'est ce genre de travail-là qu'on parle ici et c'est vraiment très, très compliqué parce que tu dois faire tous ces sondages-là, analyser encore les données après, avant d'écrire, et ainsi de suite. C'est vraiment pas vraiment conseillé de faire ce genre de choses. Mais si c'est que tu as causé avec ton professeur, un professeur qui fait dans le riche dans le même domaine que tu veux, et que lui, c'est ce qu'il veut et ce dont il a besoin, et il te dit en fait qu'il te met en confiance que oui, fais ça et tu auras une bonne note. Là, tu peux le faire. Mais c'est quand même très souvent à éviter, surtout si tu ne veux pas te casser la tête, en fait. Dans la première règle d'or, c'est écrire sur un sujet que l'on connaît bien. Donc, ça sert à rien de dire, OK, toi, tu es bon en software, en web développement et un peu de software en développement, dans développement logiciel. Et tu peux prendre un sujet qui a à voir avec la robotique. C'est vrai que c'est toujours dans l'informatique, mais ça sert à rien parce que à ce niveau-là, tu auras trop de choses à faire. Tu n'as pas les bases dans ce domaine-là. Tu vas devoir encore réapprendre les bases, réapprendre les mots-clés, réapprendre tout un tas de trucs et tu n'as pas vraiment la passion pour ça. Donc, c'est souvent mieux de prendre un thème dans le domaine que tu maîtrises le mieux, un domaine dans lequel tu te sens à l'aise, même si ce domaine-là actuellement n'est pas très tendancieux sur le marché, tu peux trouver comment l'améliorer ou bien trouver un bon thème qui va essayer de toucher un peu plusieurs points. Mais le plus important, c'est de prendre un sujet dans un domaine que tu maîtrises. Et ça va te permettre d'aller plus vite. Étant donné que tu as déjà les bases, tu n'as plus besoin de réapprendre certaines choses. Tu peux directement aller dans le vif du sujet et commencer à faire les recherches sur ton sujet ou bien sur ta thèse. Tu as des connaissances préalables, comme je dis, et tu as à l'affût de l'actualité des différents sujets, en fait. Vraiment, quand tu fais quelque chose dans un domaine qui te plaît, tu ne ressens pas ça vraiment comme un travail ou bien comme un fardeau. Tu le fais et c'est assez spanning, en fait. Donc, pourtant, quand tu prends un truc où tu sais, ah ouais, bon, c'est bien, c'est bon sur le marché, c'est ça qui est bien, mais ça m'intéresse pas vraiment. J'ai seulement pris ça comme ça pour enrichir mon CV. Ça sera très difficile et tu vas devoir hum, être très organisé pour pouvoir réussir à faire ce genre de choses-là. Parce que ça va devenir un Schengen, tu n'auras pas parfois la motivation. Et laisse-moi vous dire, 6 mois, c'est peut-être, bon, ça paraît beaucoup, mais ça part très vite. Donc, vraiment, prenez un truc dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous avez déjà des connaissances de base, cherchez un professeur qui parle dans ce même domaine-là, vous voyez comment vous pouvez formuler un thème et tu te mets à écrire dessus. Maintenant, deuxième règle d'or, c'est connaître son prof. C'est très important. Soit si ce n'est pas le prof, c'est le superviseur, parce que généralement, il y a deux superviseurs lorsque tu écris. Ton superviseur principal, un professeur dans ton université, et un superviseur secondaire qui est généralement un employé du professeur en question, ou bien quelqu'un qui écrit sa thèse de doctorat dans le département du professeur. Le professeur, lui, n'a pas vraiment le temps de dire qu'il va faire des meetings avec toi chaque 2 semaines, chaque mois, pour essayer de voir ton évolution, répondre à tes questions et tout. Donc, il va t'attribuer un autre superviseur qui sera le superviseur secondaire, qui va devoir te chaperonner et t'encadrer dans toute ta démarche. Et dans ces cas-là, que ce soit le professeur ou bien le superviseur, cherche vraiment à être, comme on dit dans le jargon, comme à être son ami. Tu cherches à t'entendre bien avec lui, tu dois le connaître. Maintenant, avant de pouvoir partir vers un quelconque professeur, il
essaie de te renseigner auprès des personnes de ta communauté, des gens que tu connais dans ton université, pour connaître quels sont les professeurs qui donnent des 1, qui donnent des bonnes notes. Parce qu'il y a des professeurs qui sont très, très, très durs avec les notes. Parce qu'il s'est dit, ouais, bon, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir, c'est pas, tu vas et bon, tu vas passer, ça va pas t'empêcher de partir faire ton master, puis de faire ton PhD après. Ton autres process sont généralement simples. Quand ils voient que tu as fourni l'effort, ils voient en fait que les points qu'ils attendaient de ta sont développés. Ils te donnent facilement tes 1-0 ou bien tes 1-3 sans trop compliquer les choses en fait, sans trop dire, bon, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, et ainsi de suite. Donc, cherchez vraiment les professeurs qui donnent des bonnes notes. Tu essaies de causer avec les gens qui sont passés avant toi. Bon, tu as eu l'écho que tel professeur fait comment, celui-là il fait comment, ou bien tu connais d'autres professeurs qui font comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu as la liste des profs là maintenant, tu peux maintenant aller vers eux et voir maintenant qui va passer avec toi par rapport aux critères qu'on a vus plus haut. Maintenant, il faut choisir le domaine de prédilection du professeur. Comme je dit plus tard, plus haut, prendre un domaine où le professeur lui-même également aura l'intérêt. Parce que parfois, tu peux venir avec ton thème, le professeur voit que ouais, tu es vraiment très engagé par rapport à ton thème et il accepte de t'encadrer. Mais ça ne part pas vraiment dans ce que dans les recherches que lui fait. Et il ne sera pas très impliqué dans la lecture de ta thèse et ainsi de suite. Donc, prendre une thèse qui part en accord avec les centres d'intérêt du professeur. Maintenant, troisième règle, doit utiliser le processus itératif. Euh, Comme il dit tout à l'heure, la différence entre... Il y a deux approches que les étudiants prennent souvent. Il y a le processus waterfall et le processus itératif. Bon, le waterfall, c'est plus comme euh, faire les uns l'un après l'autre. Le processus itératif est généralement différent parce que dans la cascade, le moteur en cascade, comme il dit waterfall, ça présente de nombreux inconvénients. Si vous regardez l'image ici, à droite. En haut, on a une personne on a essayé de décrire un peu comment se passe le processus en cascade. Et en bas, on essaie de décrire comment se passe le processus itératif. Dans le processus en cascade, on essaye vraiment d'aller du début jusqu'à la fin, en s'arrangeant que à chaque fois qu'on passe à une autre étape ou bien à une autre section, les sections précédentes soient vraiment faites complètement. Donc, on essaye de faire complètement chaque chose en allant au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on se trouve à la fin avec une image qui est déjà complètement faite, propre. Dans le processus itératif, on essaye de faire tout, mais de les faire de façon itérative. Donc, voici peut-être ma thèse à l'introduction, ça a quatre grandes sections et ça la conclusion. Dans ma première itération, je vais écrire une débauche d'introduction. Je vais écrire quelques textes sur sur les grandes parties. Je vais encore écrire une sorte d'introduction, donc les premiers drafts. Maintenant, ce qui va se passer plus tard, c'est que je vais améliorer en fait toutes ces parties que j'ai écrites là. Continuer à les améliorer, à les améliorer, à les améliorer jusqu'à ce qu'à la fin, j'obtienne un résultat final. Cette approche-là est beaucoup plus suggérée. Pourquoi? Parce que avec ça, tu as déjà en fait une vue d'ensemble de ce à quoi ta thèse va ressembler. Tu connais à peu près comment ton introduction sera. Tu connais déjà à peu près les grands titres que tu auras. Tu connais déjà à peu près euh, à quoi ta conclusion va ressembler, à quoi ton future work à la fin va ressembler. Chaque jour, chaque mois qui passe, tout ce que tu fais, c'est que tu améliores les choses que tu as eu déjà mis. Et ça permet maintenant que à chaque fois que tu as potentiellement un résultat qui peut déjà être publiable, en fait, déjà, tu as une thèse qui peut déjà être remise. Même après 3 mois, tu as déjà une thèse qui est déjà potentiellement présentable. Après 4 mois, pareil, tu as une thèse qui est encore plus potentiellement présentable dans la mesure où tu as amélioré certains points de la version précédente. Et tu vas continuer à faire comme ça jusqu'à ce que le moment venu, ton superviseur dit OK, tu as atteint un point qui est très présentable. Je pense que la version actuelle que tu as est OK, tu peux remettre. Pourtant, lorsque tu essaies de prendre le processus en cascade, tu vas vraiment te casser la gueule, comme on dit, parce que c'est impossible que tu puisses directement prévoir exactement comment ta thèse sera à la fin. Bien, c'est impossible que tu puisses écrire une version exacte d'un paragraphe jusqu'à tu dis que, OK, comme j'ai écrit là, je ne vais plus changer ça après. C'est pas possible. Parce que tu vas causer peut-être ton superviseur va te dire que bon, le point ici ne me plaît pas, il faut un peu modifier ça comme ça. Ou bien ceci ne me plaît pas, modifier comme ça, et ainsi de suite. Et
Généralement, les personnes qui essaient de prendre ce premier processus-là se retrouvent très, très bloquées parce que lorsque tu es arrivé sur un chapitre, un titre de ta thèse, tu as ce qu'on appelle la maladie de la page blanche. Tu ne sais pas trop par quoi commencer, tu ne sais pas ce que tu as écrit et tu te bloques dessus. Tu fais une semaine, tu es toujours bloqué dessus. 2 semaines, tu as écrit 2 phrases. 3 semaines, tu es toujours bloqué dessus. Parce que pourquoi? Tu veux absolument finir ça avant de passer au paragraphe suivant ou bien avant de passer au grand titre suivant. Tu vois que le temps que tu as perdu dessus était énorme. Pourtant, une personne qui a pris une méthode itérative, OK, s'il y a un grand titre où il n'a pas vraiment d'inspiration, il passe au suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va revenir dessus plus tard et il va écrire quelque chose. Mais au moins, le temps qu'il réfléchisse sur ce qu'il devait écrire là-bas, il a eu le temps d'écrire ce qui venait après. Et ainsi de suite. Et fait qu'il ne perd pas vraiment le temps à être bloqué sur un paragraphe et carrément oubliant en fait de continuer à réfléchir sur les autres parce qu'il ne connaît même pas encore ce qu'il va écrire après. Donc, généralement, le processus itératif est vraiment beaucoup, beaucoup plus rapide. Pour l'avoir testé moi-même, tu peux finir d'écrire ta thèse après 3 mois. Après 3 mois, tu as une version qui est déjà finie. Ce que tu fais chaque 2 semaines, quand tu as un meeting avec ton superviseur, il va te dire, bon, OK, change ça, améliore l'image ici, ajoute une image ici, là, ajoute un peu une portion de code ici, ainsi de suite. Mais après 3 mois, normalement, 3 mois, 4 mois, tu devrais déjà avoir fini complètement avec l'écriture. Donc, lorsque tu veux donc écrire ta thèse, généralement, le méta-plan, c'est d'avoir une introduction, une base théorique, ce qu'on appelle généralement en anglais state of the art. Un traitement thématique, c'est ton approche de solution, donc ta proposition de solution que tu fais. Ensuite, le travail personnel sur le thème. Donc, par exemple, quelle est la solution que tu as développée par rapport à l'approche que tu as proposée plus haut. Donc, parfois, lorsque tu as un problème, tu dis, OK, voilà ce qui est à faire au state of the art. Tu dis, voilà ce qui existe déjà. Et tu critiques ce qui existe déjà, ça existe là, et il manque ça, il manque ça, ils n'ont pas ça. C'est vrai, ils ont ça, mais il faudrait compléter ceci. Ensuite, tu fais l'approche du solution où tu vas dire, OK, dans mon approche, je me pense que en faisant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on va résoudre tel problème. Maintenant, dans ton travail personnel, tu montres comment, en essayant, en appliquant ton approche, tu as réussi à résoudre ce problème-là, tu montres les résultats. Et après, tu as la conclusion. Et comme il dit, ça, c'est une étape là, donc c'est pas vraiment exactement comme ça que ta thèse sera subdivisée. Ce ne pas exactement les grands chiffres qu'il y aura. Mais si tu te donnes à peu près une vue d'ensemble, en fait, de tout ce que ta thèse doit contenir. Maintenant, tu peux diviser ça comme tu veux. Après, ça te regarde toi et ton superviseur, en fait, naturellement. Donc, et également, les choses qu'il faut toujours et ne pas oublier, c'est donner des arguments à ce qu'on dit. Tu n'as pas de se dire quelque chose comme ça et tu ne donnes pas d'arguments précis pour justifier ce que tu dis. Donner des citations. Avoir un fil rouge, on va revenir dessus plus tard, mais le fil rouge est très important. Et avoir une rigueur logique dans l'argumentation. Donc, pas juste venir donner des arguments qui sans queue ni tête, qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin et qui ne vont pas vraiment avec ce que tu dis. Pas venir dire que 1 plus 1 est égal à 2 et donne la justification de pourquoi 2 fois 2 est égal à 4 en fait. Le fil rouge, c'est quoi? Le fil rouge, en fait, c'est le sujet ou bien le point qui doit être présenté dans les différents paragraphes, dans les différentes parties de ton devoir. Comme je dis, il y a un slide dans lequel on va revenir dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu as une thèse, lorsque tu as un thème, généralement, il y a un point clé qui revient plusieurs fois. Par exemple, lorsque moi je faisais mon bachelor, euh, ma thèse, c'était comment écrire, comment générer en fait les diagrammes UML avec les, trucs, les textes, les Excel et tout. Et le fil rouge, c'était vraiment le processus de génération. Donc, partout où je parlais, et moi, je parlais en fait dans l'optique de comment est-ce que les choses peuvent être générées automatiquement. Ça, c'était mon fil rouge. Et j'ai respecté ça partout, que ce soit la problématique de génération, mon approche de solution, comment mieux générer les choses, mon travail personnel que j'ai fait, comment est-ce que j'ai créé mon algorithme de génération, en conclusion, mon future work, comment améliorer ces algorithmes de génération en introduisant des intelligences artificielles et ainsi de suite. OK, maintenant,
L'introduction, également l'introduction doit avoir la motivation, l'objectif, les questions de recherche, l'approche méthodique qui sera prise tout au long de la thèse. Donc, c'est là que tu vas dire, OK, dans cette thèse, on va d'abord voir ensuite on va voir ça, après on va voir ça, et à la fin, on aura une conclusion, et on va essayer d'aborder les points futurs qui peuvent être améliorés, et ainsi de suite. Donc, c'est l'approche méthodique. Généralement, tu peux la présenter en 7 points, mais tu peux faire plus ou moins 7 points, donc ça dépend de toi. Donc, la motivation, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème, quels sont les développements, quel est le développement actuel, et qu'est-ce qui rend nécessaire le fait que tu dois écrire une thèse sur ce thème-là? L'objectif, les questions de recherche, qu'est-ce que tu veux étudier avec ce travail? Quelles sont les 3 à 5 questions de recherche auxquelles tu souhaites répondre avec ce travail, par exemple? Est-ce que c'est qu'il y a un manque que tu as ressenti? Est-ce que c'est que tu trouves que c'est un truc intéressant qui pourrait améliorer certaines choses dans l'industrie, et ainsi de suite? Naturellement, les traitements thématiques, là, tu vas diviser comme tu veux. Tu peux mettre un modèle A, un modèle B. Quand il y a un modèle A, modèle B, sont juste des exemples de noms. Ça sera à toi de définir quels sont les grands titres que tu vas mettre à ce niveau-là. Et maintenant, pour la conclusion, il te faut, après, donner naturellement un résumé de ce que tu as fait, donner une réflexion sur ta démarche, répondre aux questions de recherche que tu as posées plus haut dans l'introduction, et faire un examen critique des perspectives, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le future work. Donc, tu vas dire, OK, pour ce que j'ai fait là, ça résout le problème que j'ai proposé dont j'ai parlé à l'introduction. Mais je pense qu'en faisant ceci, on pourrait obtenir de meilleurs résultats et ainsi de suite. Donc, tu donnes vraiment un examen critique de ta solution à toi et tu proposes encore des points d'amélioration qui peuvent encore déboucher à d'autres thèses pour d'autres étudiants plus tard. Donc, lorsque la conclusion est vraiment très complète et cohérente, ça répond toute seule aux questions qui ont été proposées lors à l'introduction, ou bien aux problématiques qui ont été soulevées à l'introduction. Bon, l'introduction, l'approche méthodique qu'on a vue ici, ça consiste vraiment à analyser la situation actuelle et faire des recherches, des mises en avant, en évidence des potentiels d'amélioration, des en évidence de la situation souhaitée, comparaison entre la situation souhaitée et la situation réelle, c'est-à-dire qu'on dit le state of the art, donc l'état actuel des choses, et quel sera l'état qu'on aimerait avoir, le projet de conception, l'observation critique, les recommandations d'action. Donc, pour décrire tout cela dans l'introduction, alors, pourquoi décrire tout ça dans l'introduction alors qu'il y a déjà ça dans le plan de votre thèse? C'est que vous devez garder en tête que votre thèse doit pouvoir être lisible sans trop d'efforts. Votre correcteur, votre superviseur ou bien le docteur, comme on a encore dit, il n'a pas vraiment beaucoup de temps. Donc, tu dois vraiment pouvoir le mâcher le travail, mettre des connecteurs logiques lorsque tu quittes d'un paragraphe à l'autre pour montrer à quel point les paragraphes sont connectés. Avoir un fil rouge, comme je dit tout à l'heure, pour qu'il puisse toujours avoir une rubrique de quoi tu parles, parce qu'il peut lire en une semaine 10 thèses, supposons. Et il ne lit pas tout en même temps, il lit ta part, peut-être la moitié, il peut lire pour une autre personne pour revenir de ta part après. Il faudrait que lorsqu'il revient pour continuer là où il s'est arrêté, il puisse automatiquement se rappeler de tout ce qu'il a lu plus tard, de quoi tu parles, quel est le fil rouge de ta thèse, et continuer en fait, sans avoir à fournir trop d'efforts. Tu mets les connecteurs logiques, tu mets les transitions, et avec ça maintenant, ça va permettre au correcteur de ne pas trop réfléchir. Il va aimer ça dans la mesure où ta thèse se lit elle-même, de façon fluide, sans trop casser la tête en fait. Ensuite, les bases théoriques et les traitements de thématiques. Donc, dans la base théorique, si vous faites une analyse, une définition des mots-clés, donc toujours le state of the art, faire des recherches et faire des critiques sur les thèses qui existent déjà autour du sujet. Donc, si tu as un sujet, tu essaies de faire si est-ce qu'il y a des d'autres papers, est-ce qu'il y a d'autres thèses, est-ce qu'il y a d'autres recherches autour de ce même sujet-là, ou bien qu'on peut avoir même sur le même sujet. Tu essaies de parler de cette thèse-là, tu dis, OK, tel auteur a dit dans son livre ceci, que comme ça, comme ceci. OK, moi je pense que c'est plutôt comme ça, comme ça. Donc tu essaies de donner les points forts de sa thèse, mais également les points faibles et de critiquer et de montrer à quel point toi, ta solution que tu vas proposer va essayer de combler les lacunes que lui, il avait lors de sa recherche. Et maintenant, le traitement de la thématique, comme on dit, ton approche de solution, tu vas plus approfondir en fait toutes ces différentes critiques que tu as proposées plus haut. Donc, dans les bases théoriques, si on prend un exemple de sujet,
Finanzdienstleistungen als strategische Geschäftsmodell global operieren de Konzerne am Beispiel der Finanzbeispiel AG. Finanzbeispiel AG, c'est le nom d'une entreprise. Comment concevons en fait les bases théoriques? Premièrement, comme on a dit tout à l'heure, l'analyse et la définition des mots-clés. Ici, l'un des mots-clés, on a Finanzdienstleistung, on a stratégische, on a Geschäftsmodell, on a le mot-clé global et le mot-clé concerne. Donc, premièrement, tu vas définir ce que c'est que le Finanzdienstleistung. Tu vas parler de ce que c'est qu'une stratégie et montrer la relation entre la stratégie et le Finanzdienstleistung. Tu vas parler de ce que c'est qu'un Geschäftsmodell. Tu vas relier maintenant les 3 points. Donc, Finanzdienstleistung, stratégique et Geschäftsmodell. Donc, dans quelle mesure ces points-là vont ensemble? Ensuite, tu vas faire la différence entre les entreprises mondiales et les entreprises locales. Parce que dans ton thème, on t'a dit de te concentrer sur les entreprises globales, donc mondiales. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise mondiale? Tu vas devoir dire la différence entre une entreprise mondiale et une entreprise locale pour que le lecteur puisse savoir exactement dans quel genre d'entreprise tu es en train de vouloir vraiment déposer tes propos. Quand tu vas démontrer la structure des groupes opérant à l'échelle mondiale, tu vas définir concerne, à chaque fois donner encore dans quelle mesure concerne est relié aux autres mots-clés, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le travail qu'il y a fait dans la partie théorique. Donc, lorsque tu as un bon titre, normalement, la base, la partie théorique se fait d'elle-même. C'est ça que tu vas voir, vous allez voir en fait, les professeurs vont beaucoup insister sur le titre de la thèse d'une personne. Parfois, le contenu, on sait ce qu'il ça va écrire, mais ils mettent plus de temps à réfléchir sur un titre. Parfois, ils vont proposer un titre sur leur page. Quand tu vas choisir la thèse, elle te dit que bon, on doit encore réfléchir sur le titre si il te donne un nouveau titre. Après, tu vois une semaine encore, il te dit que non, changeons le titre. Donc, il ne change pas vraiment le contenu, mais il te demande de changer le titre juste. Pourquoi? Parce que lorsque le titre est bien fait, tu peux directement ressortir de ce titre-là les mots-clés. À partir des mots-clés, tu peux facilement faire ton state of the art, facilement continuer à faire ton analyse. Le titre également permet à la personne qui va vouloir lire ta thèse plus tard de comprendre directement de quoi tu vas parler, quelles seront les problématiques que tu vas étudier, à peu près quelles seront les solutions que tu vas développer, voir peut-être ta conclusion. Donc, ici, il faudrait faire un petit résumé. La différence entre la méthode de cascade et la méthode itérative, c'est que dans la méthode de cascade, il faut avoir une image complètement chargée. Il faut avoir déjà connaître exactement à quoi va ressembler en fait ta thèse. Ensuite, il faut connaître les métafacteurs qui vont venir à l'intérieur. Sauf que si maintenant, tu essaies tu fais le haut vers le bas et tu t'assures de finir tout un paragraphe avant de passer, toute une section avant de passer à une autre, ça peut arriver plus tard quand tu dis que non, ce que tu as fait n'est pas bon. Et tu vois comment ça va casser toute ta structure parce que ce que tu vas faire en bas va dépendre de ce que tu as fait en haut et ainsi de suite. Donc, si on vient te dire que c'est un truc que tu as fait à la partie 1 n'est pas bon, tu te rends compte que la partie 3 dépend de la partie 1, la partie 4 n'est pas bonne. Tu vas devoir casser tout ça en fait et tu vas devoir tout recommencer. Et ça vous donne beaucoup de stress. Le stress qui implique la pression qui implique une mauvaise écriture parce que tu vas écrire de façon active, parce que tu veux vite finir et tu veux écrire dans les temps. Et pour pouvoir vite finir, tu vas devoir travailler dans la nuit. Donc, ça fait que tu auras une mauvaise gestion du temps. Tu vas travailler dans la nuit. Travailler dans la nuit, tu auras moins de sommeil, tu seras fatigué, tu auras un rythme qui sera un peu dispersé, ainsi de suite. Et c'est comme ça, tu vas voir les personnes un mois avant la fin de leur tour, bien 2 semaines avant la fin de leur temps pour écrire la thèse. Ils sont tellement fatigués, ils en ont marre, ils veulent remettre. Vraiment, la thèse ne leur plaît plus. Ça dépendait d'eux, ils allaient changer de thème, ils vont changer de thème. S'il y avait même moyen d'augmenter même encore 3 mois sur leur temps, ça allait beaucoup leur plaire. Tout ça, c'est parce qu'ils ont mal géré leur temps. Ils ont voulu prendre un processus qui n'était pas vraiment flexible, qui n'est pas agile, comme on dit en informatique. Et on est clair que généralement, ça va se ressentir sur ton travail. Et ton superviseur lui-même va ressentir ça parce que lorsque tu es un superviseur, vous faites des meetings, normalement de temps en temps, vous faites des meetings chaque 2 mois, c'est pas chaque mois. Et il ne va pas te donner une très bonne note à la fin parce qu'il va voir que toi-même d'abord, tu n'étais pas très, très bien organisé, tu n'étais pas très bien conscient de ce que tu faisais lorsque tu créais ta thèse. Tu avais un processus itératif.
La thèse est principalement livrable après 25% du temps, comme il dit généralement. Quand tu as fait 3 mois, c'est-à-dire 50% du temps, tu devrais déjà m'avoir fini avec l'écriture. Tu m'as vu l'écriture d'une première version stable et présentable. Ce qui va suivre plus tard, ce sera juste les améliorations, les petits points que tu peux mettre pour toujours faire baisser ta chose. Les améliorations quotidiennes de la thèse sont facilement faites, étant donné que tu essaies de toucher à tous les points. Et parce que tu peux facilement donner peut-être le draft de ce que tu as fait à ton superviseur pendant que tu es en train d'écrire la partie 4, lui il est en train de lire la partie 2, ou bien pendant que tu es en train de compléter la partie 2, lui il est en train de lire la partie 5 et ainsi de suite en fait. Donc, vous pouvez travailler de façon vraiment très agile, de façon très flexible. Et les pensées personnelles sont intégrées très tôt. Donc, tu as très rapidement une vue d'ensemble de ce que tu vas faire, de ce à quoi ta chose va ressembler à la fin. C'est vrai que tu n'as pas encore une vue exacte, mais tu sais quelles sont les différentes parties qui vont intervenir, de quoi va parler chaque partie, où est-ce que tu vas mettre les images à peu près, où est-ce que tu vas mettre les extraits du code. Tu as tout ça dans ta tête en fait. Donc, quand tu essaies de finir un après l'autre, c'est comme si tu vivais au jour le jour. Donc, c'est quand tu vas finir un que tu vas commencer à réfléchir. Quand tu vas finir la partie 1, que tu vas commencer à réfléchir, quel sera le titre de la partie 2 et qu'est-ce que tu vas mettre dans la partie 2. C'est quand tu vas finir la partie 2 que tu vas passer à la 3 et ainsi de suite. Pourtant, avec la version itérative, tu réfléchis à tout ça en même temps. Je peux dire ça comme ça, on peut penser que non, c'est très difficile, mais c'est très facile en fait. Et ton cerveau le fait même parfois de façon inconsciente. Tu te rends compte, parfois, tu es en train d'écrire par la partie 2, mais une idée vient dans la partie 3, bien la partie 6. Tu pars là-bas, tu mets peut-être un commentaire pour que lorsque tu vas arriver dessus un jour plus tard, tu puisses facilement te rappeler de ça et continuer en fait. Donc, le travail est très fluide avec le principe itératif et ça se sent directement, le lecteur sait à tout moment pourquoi il se trouve à tel point ou à tel endroit. Et généralement, ça donne une très bonne note, comme je dis, quand tu as suivi tout ce processus-là et que tu as mis de bons connecteurs logiques, tu as gardé le fil rouge et ainsi de suite. Parle de façon spécifique et non allgemeine, généralement, c'est 3 mois, non. Bon, il y a cette partie-là, je n'ai pas voulu en créer. Je parle de façon très générale quand je dis 6 mois parce que, bon, c'est un peu ce que mon effort on m'a donné parce que moi, je suis à l'université. Mais en Allemagne, il y a ces 6 mois à l'université, mais 3 mois dans les FA. Pour ceux qui sont à la FA, comme je dis, c'est pour ça que j'ai parlé de 25% du temps. Jusqu'ici, je n'ai pas encore fait un slide où j'ai mis 6 mois ou bien 3 mois, non. Quand il met les 25% du temps, là, c'est en fonction de toi. Mais si tu as la FA, tu vas savoir que, OK, chez nous, c'est 3 mois, donc 25% du temps, c'est 1 mois et demi. Si tu as l'UNI, tu vas dire, OK, chez nous, c'est 6 mois, donc bon, 25% du temps, c'est, euh, on va dire, à tout casser 1 mois. Et celui qui a à l'UNI 25% du temps, lui, c'est OK, c'est 1 mois et demi, par exemple. Donc, c'est à chacun de voir comment il va faire, en fait. Maintenant, la quatrième règle, donc, c'est la procédure, le fil rouge. Bon, toujours dans la quatrième règle, dans le fil rouge, procédure concrète. Je pense que c'était une question qui était dans le chat tout à l'heure. C'était quoi le fil rouge? Généralement, quand tu veux commencer à ce niveau, quand tu veux commencer à écrire ta thèse, tu dois d'abord faire des recherches dessus. Pas des recherches approfondies, juste des recherches. Tu cherches peut-être deux, trois papers. Tu cherches peut-être un, deux articles de blog ou bien un article scientifique sur ta thèse. Ou plutôt, ou pourquoi pas si ta thèse est vraiment, vraiment allgemeine, chercher des vidéos YouTube dessus. Ça dépend de toi. Mais tu ne vas pas mettre ces vidéos, les liens YouTube comme source dans ta thèse. Non, c'est juste pour que tu aies un überblick, un nom de ton thème. Maintenant, tu vas commencer à écrire avec tes propres mots et ça te permet d'acquérir des connaissances de base. Donc, parfois, tu as juste des connaissances basiques sur un barrage, par exemple, le software Veclone. Et ta thèse, maintenant, c'est le software Veclone, maintenant, dans un ou deux repérages encore précis, ou peut-être parfois, tu n'as pas encore eu à mettre la main dessus. Fais des recherches préalables toi-même de ton côté et essaie déjà d'écrire. Parfois, ton superviseur va te demander d'écrire une sorte d'abstract ou bien une sorte de sous-amène façon d'une page pour que lui puisse voir si tu as vraiment compris de quoi il s'agit.
pour que toi également, lors du processus d'écriture de cette page-là, tu vas commencer à faire des recherches, on va dire, préalables, dans des recherches post-mortem, en fait, pour que tu puisses y comprendre, OK, voilà de quoi il s'agit, voilà les différents points qui seront touchés, ainsi de suite. Après ça, tu vas te rendre compte que, OK, maintenant, tu as une compréhension plus globale du thème et tu pourras décider si oui ou non tu veux continuer avec le thème-là. Maintenant, prouver ces affirmations. Vraiment, un autre point à ne pas oublier, c'est que lorsque, je pense que tu l'avais déjà dit, lorsque tu affirmes quelque chose dans ta thèse, il faut donner les sources. C'est généralement l'un des facteurs qui bloque parfois les étudiants et ça peut même arriver quand tu accuses de plagiat. Parce que tu as donné une phrase et tu n'as oublié de donner la source, en fait, ou bien tu as donné une affirmation, mais tu n'as pas donné un lien vers un article qui justifie cette affirmation-là. Les affirmations que tu vas mettre sans source sont généralement des affirmations qui ne sont pas mauvaises. Genre, Apple vend des smartphones, tu n'as pas besoin de justifier ça parce qu'on le sait tous, en fait. Ouais, l'ordinateur a besoin d'un clavier pour écrire, par exemple. Oui, ce sont des choses qu'on connaît déjà, nous tous, allgemein. Ce truc-là, tu peux le laisser, tu ne les prouves pas. Lorsqu'une affirmation est scientifique, une affirmation est sur un truc vraiment très, très concret et qui a besoin d'être prouvé, toujours donner la source. Ou alors, faire une citation. Si c'est que tu ne veux pas donner une source, tu mets une citation et il y a une façon de produire les citations dans les documents scientifiques. Dans les citations et les sources sont insérées plus tard. Donc, lorsque tu écris la thèse, c'est généralement très déconseillé de dire, au fur et à mesure qu'il va écrire, il va directement mettre les sources. Ce sera le double travail parce que quand tu écris parfois, il peut arriver que tu fasses 2 pages pour une partie, bien pour un grand titre, mais au fur et à mesure que tu peaufines ton travail, les 2 pages-là vont commencer à maigrir, ils vont devenir une page. Tu vois que si c'est que pour les 2 pages, tu avais pris un temps fou pour introduire les citations partout, partout. Quand tu vas encore le chaîne encore, donc quand tu vas encore supprimer encore le contenu superflu qui n'était pas vraiment très précis comme tu voulais, tu vas te rendre compte que pour le contenu que tu as supprimé, là, il y a également les citations que tu avais introduites. Tu as perdu du temps pour introduire ces citations-là. Donc, souvent mieux d'écrire ton truc complètement. Et après, lors de ta lecture ou bien de ta troisième lecture, tu commences à introduire des citations lorsque tu es sûr que, OK, la version que tu as actuellement, c'est une version stable, du jour au lendemain ne va pas quitter de 2 pages à une page ou bien d'une page à 3 pages. À ce moment-là, tu commences à mettre des citations, des citations, des citations. Évidemment, pour ne pas te perdre, il y a des outils qui sont conseillés où tu peux stocker en fait les liens vers tous les livres ou bien tous les articles que tu as eu à lire. Maintenant, tu stockes ces liens là-bas, tu utilises ces articles pour faire ton travail. Et lorsque tu es d'accord que tu as une version stable, tu repars vers ce logiciel-là, tu regardes encore les liens que tu avais stockés là-bas et tu prends ces liens-là pour les introduire maintenant comme citation. Avec ça, maintenant, tu gagnes plus de temps dans la mesure où au début, tu t'es d'abord concentré sur le contenu. Tu as fait une deuxième relecture pour voir où tu dois justifier tes affirmations. Cette deuxième lecture t'a permis de connaître qu'est-ce qui donc il faut compléter, qu'est-ce qu'il faut retirer, ainsi de suite. Et là, maintenant, tu as mis tes citations comme tu les voulais. Ça te permet également de gagner du temps. Donc, c'est vraiment ces astuces-là qu'on utilise pour gagner un peu de temps sur différents trucs. Ça te permet avoir 1 mois, 2 mois de répit. Bon, pour ceux qui sont à l'université, maintenant, pour ceux qui sont à la FA, ça te permet d'avoir quelques semaines de répit avant la date, bien avant la remise de ta thèse. Et ce temps-là, on va voir comment l'utiliser plus tard, par exemple, pour demander à des proches de relire ta thèse, demander à ton superviseur de relire, et on va voir quelle stratégie utiliser lorsque tu demandes aux gens de relire, parce que ça ne sert à rien de... C'est pas très conseillé de venir voir des gens, on dit que, OK, s'il te plaît, est-ce que tu peux relire ça? Tu le balances comme ça, il essaie de relire, bah, tu dis oui, c'est bien, change juste ça, 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 ça. Et il ne va pas lire en profondeur. On va voir plus tard que l'une des stratégies qu'il faut faire, c'est d'avoir, si tu as 6 personnes qui doivent relire ta thèse, c'est OK. Les 2 personnes qui vont relire, vont s'accentuer sur l'orthographe. Les 2 personnes qui vont relire, mais ils veulent les demander de s'accentuer sur la grammaire. Les 2 personnes qui vont relire, ils veulent les demander de s'accentuer sur le style. Est-ce que j'ai écrit de façon formelle? Est-ce que j'ai écrit de façon scientifique? Donc, lorsque cette quatrième règle est respectée, le flux de la lecture et les fils rouges sont plus faciles à garder en vue. Et tu as plus de temps de faire les corrections à la fin. Donc, tu auras plus de temps à la fin de revenir sur tes choses, en fait.
Bon, la cinquième règle d'or, c'est établir un rapport. Donc, quand il parle de rapport, c'est établir un accord de confiance ou bien avoir un bon contact avec quelqu'un d'autre. Donc, l'objectif, en fait, de cette règle, c'est d'être installé chez ton interlocuteur à l'un de ces niveaux logiques d'appartenance. Donc, le niveau logique d'appartenance, ça, c'est en général, ça peut être le fait que vous partagez quelque chose en commun, vous avez les mêmes montres, les mêmes voitures, les mêmes livres, même travail, même mimique, même tonalité, même chose. En fait, donc, ne demande pas à ce niveau-là de mimer ton superviseur, mais que vos relations ne se limitent pas juste à bonjour, bonsoir, j'ai écrit ceci, lis ceci. Donc, parfois, vous essayez, parfois, vous savez, tu te rends compte que vous avez peut-être un centre d'intérêt en commun. Dans un centre d'intérêt académique, vous deux, vous êtes passionné par les intelligences artificielles. De parfois essayer d'échanger avec lui sur des news des intelligences artificielles. Tu dis, ah, j'ai vu dernièrement telle news, il y avait ceci, ceci, ceci. Ça revient à ce que j'ai dit au départ. Il faut être l'ami de ton superviseur. Il faudrait que ton superviseur puisse sentir, en fait, que, oh, on va dire quoi? Vous avez des atomes crochus, on peut dire ça comme ça. Que vous ressentez colle vous deux. Sinon, à la fin, quand il va corriger ta thèse, il va corriger ta thèse comme si tu es en train de lire le travail d'un inconnu. Et c'est pas bon. Vraiment, tu vas voir des personnes qui ne sont pas très, très fortes à l'école. Ils sont des personnes qui sont tellement sociales, mais et ils ont une très bonne note. Toi, tu es fort, tu as les 1, tu as eu les 1 dans toutes les matières que tu as fait. Mais après, tu écris ta thèse, tu as un travail. Ou bien tu as un travail dry. Une personne qui n'était pas très forte, elle avait toujours les dry, les fiers, les travail sieben. Elle écrit sa thèse, elle a 1,0. Tu dis que mais la personne a fait comment? Qu'est-ce que la personne a fait de plus que moi? C'est justement parce que la personne était proche de son superviseur. Pas proche pour dire qu'elle a un traitement de faveur, mais c'est que son superviseur connaissait quelles étaient les valeurs de cette personne-là, hormis même du cadre qui les réunit, c'est-à-dire le cadre de la thèse. C'est que oui, cette personne vraiment est intéressée par ce sujet. Oui, cette personne, je la trouvais très sociale. Bien, cette personne travaille avec moi comme Evie dans mon département. Ou cette personne, je sais pas. Vous avez un point de relation, une émotion, en fait. Parfois, lorsque tu travailles, par exemple, à Fraunhofer, où j'ai travaillé dernièrement, parfois, on sortait avec mon superviseur et tout le Uptime, on partait, par exemple, à Noël, dans le Vainac Markt et tout ça. Ça crée vraiment des relations de confiance et vous discutez du côté et le superviseur va apprendre à te connaître et à mieux comprendre ta personnalité. Toi également, tu vas pouvoir mieux comprendre la personnalité de ton superviseur et savoir qu'est-ce qu'il attend de toi et comment est-ce que tu dois agencer en fait ton thème ou bien comment tu dois agencer ta thèse pour pouvoir répondre à ses attentes. Donc, et comment faire pour que le professeur pense que tu appartiens à son groupe, entre parenthèses. Généralement, lorsque tu es quelqu'un de très intelligent, ou bien que ton intelligence, je sais pas, il trouve ça intéressant, bien ton côté académique, le fait que peut-être tu respectes les normes scientifiques, vous avez des points scientifiques pour partager en commun, bien, quand on se focalise donc sur le centre universitaire ou bien le centre supérieur, vous avez des points communs pour partager. Mais il y a également le fait que tu aies certains points qu'il trouve très intéressants chez toi par rapport à ta façon de travailler. Genre les qualités haptiques. Quand tu mets des images, donc quand il voit les images que tu mets dans ta thèse, sont des images de bonne qualité, tu prends la peine de bien citer tes affirmations, tu prends la peine de donner des explications concrètes, tu écris de façon formelle. Toutes ces différentes qualités-là, ça peut vraiment le pousser à te donner un 1 après. Parce qu'il va estimer que oui, c'est une personne qui a vraiment pris la peine de donner son temps à ce qu'il a est en train de faire. La personne était passionnée, la personne aimait vraiment ça et la personne avait vraiment trouvé le thème intéressant. Il y a également la latinisation qu'on va voir plus tard. Dans le style d'écriture scientifique, je pense avoir prononcé tout au long depuis qu'on a commencé, mais lorsqu'on écrit un document scientifique, que tu sois à la FA, que tu sois à l'université, il y a une certaine façon de formuler les phrases. Il peut y avoir deux phrases qui veulent dire la même chose, mais qui sont formulées de façon tellement différente. Et la façon scientifique, c'est une façon plus sobre, factuelle et objective, donc sans trop de mots qui sont juste là pour ne rien dire. Il faut être précis et concis. Il n'y a pas d'exagération, pas de formules toutes faites, il n'y a pas de familiarisation. Et le conseil qu'on donne généralement, c'est que lorsque tu vas arriver à la phase de relecture, tu vas demander aux gens de relire ta thèse. Comme je disais tout à l'heure,
il faut repartager la lecture avec les gens qui vont lire pour la grammaire. Donc, ils vont lire ta thèse, mais ils vont vraiment s'accentuer sur le côté grammaire pour corriger les fautes. Les gens qui vont lire s'accentuer sur le côté orthographe, les gens qui vont lire s'accentuer sur le côté style, et peut-être ceux qui vont relire s'accentuer sur le côté latinisation. En faisant ça, en fait, ça te permet d'avoir des feedbacks variés, parce que si tu donnes seulement ta thèse à 6 personnes vraiment de lire, après, tu vas te retrouver avec les mêmes retours. Ouais, c'était bien. Et il va te donner quelques remarques très générales là que bon, tu peux un peu changer ça. Tu peux un peu ajouter peut-être ça et ceci. Mais lorsque tu peux avoir des remarques vraiment plus poussées, vraiment plus précises, demande à la personne de lire, mais dis s'il te plaît, lis et accentue-toi un peu sur le côté grammaire. Ce que tu as écrit en allemand ou bien ce que tu as écrit ta thèse en anglais. Et là, il va lire. Et il va venir te dire, bon, sur le point grammaire, comme c'est là que j'ai mis plus l'accent, j'ai vu que tu as fait les erreurs ici, 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 ici. Donc, il va être plus précis. Donc, quand tu donnes juste, la personne va et que tu dis lis, la personne va essayer de faire un peu de grammaire, un peu d'orthographe, un peu de style, et, et elle sera dispersée, tu n'auras pas de retour de qualité. Donc, très important de le faire. Maintenant, la latinisation, comme dit depuis, c'est cette façon d'écrire là, de façon, on va dire, comme ceux qui ont fait le cours Formalsprache, c'est de façon formelle. C'est très important, surtout quand tu écris en allemand, c'est très difficile. J'ai pris ici un exemple. Et, parenthèse à part, il ne faut pas utiliser cette façon de parler dans la vie courante, sinon les gens ne vont pas vraiment comprendre ce que tu dis. C'est ça, c'est de façon un peu très technique. Donc, dit, das Ergebnis könnte in einem weiteren Versuch erneut nachgewiesen und die Annahme als schlüssig bestätigt werden. Ça, c'est une façon très courte de dire la chose. Maintenant, pour une personne scientifique, il doit dire, das Resultat könnte in einem weiteren Experiment ratifiziert und die zugrundliegende Hypothese als konkludierend verifiziert werden. Les deux trucs veulent dire exactement la même chose. Mais la deuxième façon, là, on dit, comme on dit, c'est plus formel, c'est plus scientifique. Et généralement, les professeurs, ils aiment vraiment voir ça. Pas que tu vas faire tout ton document comme ça, mais lorsque tu essaies un peu de mettre ça un peu partout, ça prouve vraiment que tu as cet esprit scientifique-là, tu as le jargon scientifique qu'eux ils parlent, par exemple. Parce qu'il y a la façon de parler de terre à terre. Quand tu parles avec tes amis, que tu parles peut-être, je ne sais pas, avec tes petits frères, tes petites sœurs, bien tes camarades de classe. Et maintenant, la façon scientifique que tu vas parler lorsque tu parles des séminaires, lorsque tu parles des rencontres, lorsque tu parles à des réunions de travail, ou bien lorsque tu vas devenir un PhD student plus tard, comment est-ce que tu dois parler lorsque tu es devant d'autres docteurs, ou bien d'autres PhD students. Et c'est déjà un premier entraînement sur cette façon de parler là, ou bien cette façon d'écrire là. Donc, essayer un peu de temps en temps d'écrire de cette façon-là, ou bien parfois même, soit pour introduire une partie d'un paragraphe, ou bien introduire une grande partie, ou soit pour conclure une grande partie, pour bien faire la transition entre deux parties. Maintenant, à ce niveau, on doit essayer de voir quelques outils qu'on peut utiliser lorsqu'on écrit sa thèse. Donc, premièrement, les outils de recherche. On a Google Scholar, on a ResearchGate, on a Semantic Scholar, il y en a beaucoup. Et il y a également la bibliothèque de ton université. Évidemment, il faut, à ce niveau, si tu dois beaucoup causer avec ton superviseur pour demander quels sont les outils que lui, il accepte dans son cadre de travail. Par exemple, ici à l'Uni, on te dit qu'eux, ils acceptent plus Google Scholar et ResearchGate, il y a aussi un autre IEEE, ils acceptent plus ça. Les autres outils ne sont pas trop dedans, ou bien qu'ils ne te conseillent pas trop vraiment ça. Donc, tu causes avec ton superviseur, c'est que tu n'es pas sa première personne qui supervise. Et même si c'est le cas, lui, il est passé par le bachelor, il est passé par le master, et peut-être par le PhD aussi. Et il connaît d'autres outils d'après son expérience personnelle. Et lui, peut-être qu'il va préférer que tu utilises ça si tu veux travailler avec lui. Donc, c'est un point qu'il faut toujours demander. Ensuite, les outils pour la rédaction. Certaines personnes rédigent en latex, d'autres avec Microsoft Word. Chacun pense ce qu'il veut. Généralement, à ce niveau, si tu dois demander à ton superviseur également, c'est qu'il y a un template disponible dans son pylon ou bien à l'université. La plupart du temps, c'est le cas. S'il n'y a pas, tu peux demander peut-être à un autre professeur de l'université. Généralement, il y a au moins un professeur ou alors il y a un département
où il y a un lien d'un template de l'université en général, ou bien d'un template de l'organisation de professeurs en particulier. Donc, toujours demander le template en question parce que c'est très difficile de commencer de zéro et dire, OK, tu vas avoir un document professionnel, surtout avec Word. Tu vas te remettre en train de mettre des couleurs bizarres avec des images bizarres et faire des trucs vraiment, moi je crois fancy, dans des trucs un peu, tu vas penser que c'est le Height, mais généralement on veut un truc qui est vraiment terre à terre, qui est professionnel, qui est académique, qui est lisse, quoi. Et lorsqu'il y a déjà un template, tu sais que tu vas juste suivre les règles définies par le template et te concentrer en fait sur le contenu de ta thèse. Moi particulièrement, j'encourage et je conseille d'utiliser la texte parce qu'avec la texte, tu fais moins d'erreurs de présentation parce que dans Word, c'est toi qui définit en fait la taille de tes grands titres. Même si tu crées un template, c'est très facile pour toi de changer un grand titre. Tu vois, pour la partie 1, tu mets le grand titre en 30 pixels et tu mets le texte en 13 pixels. La partie 2, tu mets le grand titre, tu oublies que tu avais mis 30, tu mets maintenant je sais pas, à 25 et tu mets le texte à 14 pixels. La partie 5, tu oublies tous les autres, tu mets à 36 et tu mets le texte à 12. Et Word ne va pas te déranger sur ce niveau-là parce que c'est toi-même qui mets ça manuellement et tu oublies même parfois d'uniformiser tout ça. Pourtant, dans la texte, parce que tu as défini en fait que, OK, les grands titres, c'est tel nombre de pixels, les textes, c'est tel nombre de pixels, et ainsi de suite. Tu te concentres juste sur le contenu de ton document. Automatiquement, la texte va prendre en compte tous les settings que tu as mis en amont et va générer le contenu en fonction, va générer en fait ton document en fonction du contenu que tu auras mis. Donc vraiment, c'est très, très conseillé d'utiliser la texte pour les documents scientifiques. Demandez à vos professeurs, à vos superviseurs, ils auront obligatoirement ce qu'on appelle les FORLAG, donc des templates. Mais dans les outils latex qu'on peut utiliser, il y a des outils qui sont en ligne et d'autres qui sont hors ligne qu'on peut installer dans la machine. Pour ceux qui sont hors ligne, on a TextStudio, on a TextMaker, ce sont des éditeurs. Et ceux qui sont en ligne, il y a Overleaf, il y a Kyle. Généralement, c'est Overleaf qui est conseillé par les universités. Il faut demander, la plupart des temps, ces universités-là ont leur propre serveur Overleaf qui pourront vous proposer. Ou alors Overleaf a également une option pour les étudiants. Tu peux créer ton compte avec ton email étudiant et automatiquement, c'est gratuit pour toi. Moi, personnellement, c'est Overleaf que j'utilise le plus parce qu'au moins, avec Overleaf, mon document est en ligne. Donc, si un truc arrive à ma machine, c'est pas grave. Et de temps en temps, je fais des backups. Donc, je télécharge une version dans ma machine pour que si un jour, je sais pas, Overleaf arrive à disparaître ou bien n'est pas disponible, leur serveur est down, que j'ai quand même une version dans ma machine qui est présentable et je pourrais utiliser un des logiciels-ci en fait pour éditer cette version. Donc, les deux logiciels en question sont gratuits. Overleaf, il y a un plan payant, mais pour les étudiants, il y a naturellement un plan qui est gratuit. Kyle, également, lui, il est gratuit. Dans les juste pour faire paraphraser, généralement, lorsque on lit d'autres thèses et qu'on aimerait utiliser du contenu de ces thèses-là et l'écrit d'une façon avec nos propres mots ou bien le réécrire pour ne pas avoir le plagiat, il est très, très intéressant d'avoir un outil de paraphrasage. Donc, comme Killbot, c'est un outil gratuit. Tu peux juste copier un bout de texte, tu le mets dans Killbot automatiquement, il va essayer de paraphraser le texte là, donc l'écrire d'une autre façon avec d'autres mots, d'autres synonymes. Tu peux préciser en fait les degrés. Là, tu voulais qu'il le paraphrase de façon terre à terre, le paraphraser de façon très professionnelle, paraphraser de façon académique, ainsi de suite. C'est vraiment très, très, très conseillé d'utiliser ceci vraiment pour éviter le plagiat parce que le plagiat, c'est l'un des points qu'on va voir tout à l'heure et ça peut te permettre de faire échouer ta thèse après peut-être tes 6 mois ou tes 3 mois de travail. Donc, les outils pour vérifier le plagiat à la fin, c'est une étape, l'étape finale, lorsque tu as écrit ta thèse, tu as bien relu, tu es sûr de tout ce que tu as écrit, tu as mis les citations, tu as mis les références, tu as mis les images. Oui, OK. Il faut check le plagiat. Évidemment, pour check le plagiat, il y a des outils qui sont en ligne. Ces outils évidemment sont payants. Ils vont te donner certaines petites versions gratuites. On te dit, tu as 500 mots que tu peux tester. Mais prends la peine vraiment de sortir l'argent de ta poche. Tu payes ces outils-là.
tu checkes le plagiat pour ton document entier et tu essaies de voir les différentes places qu'on aura détecté le plagiat dessus. Les universités vraiment prennent la peine de checker ça. Parfois, ils ont des logiciels en interne à l'université uniquement pour checker le plagiat. Dès que tu dis que OK, ton document, OK, tu le remets au Prüfungsamt, on va prendre ton document, on va le mettre dans un outil pareil. On va checker si le taux de plagiat dépasse un certain seuil. Généralement, le seuil, c'est l'université qui le définit. Ça peut être 45%, ça peut être 50%. On va accuser tout ton document, toute ta thèse de plagiat et tu vas échouer. Donc, prends la peine de sortir l'argent, tu check ces choses-là. Et lorsque tu utilises peut-être Grammarly, parce que moi j'ai utilisé, et qu'il y a certaines places qu'on détecte le plagiat, automatiquement, tu peux prendre cette place-là, tu la copies, tu utilises par exemple Killbot pour paraphraser et annuler le plagiat à ce niveau-là. Ou alors tu peux ajouter une référence pour justifier d'où est-ce que tu as appris cette partie-là, dans quel document tu l'as appris, et ainsi de suite. Donc, pour tous les différents outils que je viens de citer, voici les liens. Google Scholar, ResearchGate, Semantic Scholar, TextStudio, TextMaker, Overleaf, L, Killbot, Grammarly et plagiarimchecks.org. Donc, pour résumer en 8 points, il faut faire attention au choix du professeur. Chercher un professeur qui donne les Heinz, comme on dit. Il faut faire attention à la thèse que tu choisis. Prendre en compte les critères. Est-ce que j'aime la thèse que je prends? Est-ce que c'est dans le domaine dans lequel j'aime? Est-ce que c'est un domaine dans lequel j'ai les aptitudes préalables? Est-ce que c'est un domaine qui est en tendance sur le marché? Est-ce que c'est un domaine qui est utilisé dans les grandes entreprises? Est-ce que ça va m'ouvrir des perspectives de travail plus tard? Avoir une bonne qualité haptique, c'est-à-dire avoir un document qui est bien fait, c'est que tu dois imprimer le document parce que dans certaines universités, c'est encore obligatoire de remettre de façon manuscrite. Est-ce que tu as imprimé un document de façon avec une impression de qualité, un bon format, pas seulement des simples formats A4? Est-ce que les images que tu as utilisées sont de bonne qualité? Pour ceux qui, par exemple, développent des logiciels, parfois on te demande de remettre la version du logiciel que tu as développé dans un DVD et de mettre le DVD dans le document que tu vas remettre. Est-ce que tu as bien imprimé? Il faut vraiment prendre la peine de bien graver ce DVD pour qu'il n'y ait pas d'erreur plus tard, et ainsi de suite. Prendre un DVD de qualité. La structure, une structure propre. Est-ce que quand on voit en table of content, est-ce que tu as bien détaillé la structure? Est-ce que la structure est logique? Est-ce que tu as respecté le fil rouge? Est-ce que lorsque quelqu'un vient et commence à n'importe quel paragraphe, ou bien n'importe quelle partie de ton devoir, il est capable d'extraire en fait ce dont tu parles, quelle est la problématique que tu essaies de résoudre? Est-ce que tu as une grammaire, un orthographe parfait? Est-ce que tu as vraiment pris la peine de relire, de check la partie grammaire, la partie orthographe, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'erreur de conjugaison, que tu utilises les bons mots? Est-ce que tu as pris la peine de faire la latinisation, c'est-à-dire avoir quelques places où tu as écrit vraiment de façon formelle, de façon scientifique? Et est-ce que tu as pris la peine de vérifier le plagiat? D'accord, je vais envoyer les différents liens plus tard dans le chat, c'est pas un souci. Donc, un dernier point que j'aimerais venir dessus, c'est il est également crucial de demander des rencontres régulières avec vos superviseurs afin de lui poser vos questions et de montrer votre évolution. Parce que ce n'est pas tous les superviseurs qui vont vous proposer des rencontres régulières. Parfois, le superviseur, lui, te laisse faire. Bon. Donc, il n'essaye pas vraiment de définir comment vous allez travailler et tout. Il est là pour te superviser. C'est toi qui dois avoir une idée de comment tu veux travailler, comment tu veux t'organiser. Tu peux dire, OK, demain tu me proposes. Tu d'après ce que moi, le plan que j'ai fait, j'aimerais savoir si c'est possible qu'on puisse avoir des meetings chaque 2 semaines. Tu me donnes ton programme, n'importe quel moment de la semaine, que ce soit lundi, même dimanche, il n'y a pas de souci. On fait un meeting chaque 2 semaines. Là, il va te dire, est-ce que si oui, il est d'accord. Chaque 2 semaines, c'est cool, chaque 3 semaines ou bien chaque mois. Mais l'initiative doit venir de toi. Comme je dis, ce n'est pas tous les superviseurs qui font. Certains superviseurs prennent la peine de te proposer ça. OK, est-ce que tu veux qu'on ait un meeting chaque 2 semaines ou chaque 3 mois, ainsi de suite. Mais si tu vois qu'après une, deux, trois, bien 2 meetings avec lui, il ne le propose pas, tu dois prendre l'initiative de le faire. Ça ne te coûte rien. Et si tu ne le fais pas, tu te rends compte à la fin que bon, dans ce superviseur, il a lu ton devoir peut-être une fois. Parfois, il ne lise même pas. Et c'est peut-être quand tu as remis qu'il lit ça.
et il te dit maintenant que, oh, quand j'ai lu, il y avait ça qui n'était pas bien, il y avait ça qui n'était pas bien, il y avait ça qui n'était pas bien. Tu peux éviter ça très rapidement. Ou alors parfois, quand il lit à la fin, avant que tu ne remettes, tu vois, il te sort un tas d'erreurs ou bien un tas de trucs à changer à la fin. Quand c'est ce qu'il avait lu au fur et à mesure que toi, tu écrivais, automatiquement, au fur et à mesure, tu allais également prendre ces retours et améliorer ta thèse, toujours dans ce processus itératif qu'on a vu plus haut. Donc, pendant que tu écris peut-être la partie 9, lui, il est en train de lire la partie 5. Après, après il a lu la partie 5, il te fait son feedback dessus. Quand tu peux corriger la partie 5 par rapport à ses feedbacks, lui, peut-être qu'il est en train de lire la partie 6 ou la partie 7, et ainsi de suite. Et vous voyez en fait que tu es plus flexible, lui, il est plus flexible. À la fin, maintenant, quand tu veux déjà promettre et qu'il doit faire une dernière lecture, lui-même, il a tellement participé avec toi dans ton truc que lui-même connaît déjà de quoi il s'agit. Les chapitres ne sont plus nouveaux pour lui. Et c'est quoi que la partie C, il a changé ça parce que j'avais demandé qu'il change. La partie C, ah, il a pris en compte mes suggestions. Et c'est là, ah, d'accord, il a pris en compte ce qu'il demandait qu'il fasse et il a bien fait. Et quand tu fais comme ça fait en sorte que lui-même, il a une bonne fil de toi à la fin. Et il peut te donner une bonne note. Une très bonne note même, parce qu'il a vu, OK, il a vu toute ton évolution du début jusqu'à la fin. Faut pas que tu aies quitté d'une page vierge, un document qui était à peu près là, comment tu as amélioré chaque partie, comment tu as pris la peine de prendre en compte ses feedbacks pour améliorer, et c'est comment est-ce que tu as fait tel truc, c'est ce que tu devais coder, et c'est comment ton code a évolué, et c'est comment tu évolues ton code, tu peux voir la traçabilité de ton code, et ainsi de suite. Donc, vraiment, faire ces rencontres régulières, c'est très important. Et ça va permettre également, comme je dit plus haut, en fait, d'avoir certaines relations avec ton superviseur qui est hors cadre même de la relation de corrige, tu es mon superviseur, je suis celui qui écrit la thèse. Chaque fois qu'on va voir encore, il va te demander, ah, comment tu vas? L'autre va dire, ouais, tu vas bien, ainsi de suite. Et vous allez parfois prendre même 5 à 10 minutes pour essayer de causer des choses très allgemènes. Ça va lui permettre également lui de te connaître et de mieux cerner ta personnalité. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, déjà, merci d'avoir tenu jusqu'ici. C'était quand même assez un peu long. Et pour conclure, le processus d'écriture de la thèse peut être parfois très stressant. Donc, il est très important de s'organiser et de connaître les points clés sur lesquels il faut s'assortir très tôt. Euh, de mon côté, je pense que c'est fini. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, de visiter la plateforme d'Infosatif si vous voulez voir tous les webinaires qu'on propose avec les formations. Vous pouvez créer vos comptes et à chaque fois, vous serez informé lorsqu'il y a une nouvelle formation, un nouveau webinaire, comment proposer. On a également des articles de blog, toujours sur des sujets intéressants qui vont dans la même direction que ce qu'on était là aujourd'hui. Et encore une fois, merci. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Vous avez nos contacts, le numéro de téléphone, le mail et le lien vers le site Internet.